Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait du bien de faire une intro un peu calme cette fois et ravi de vous avoir sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, vous avez été nombreux à me les envoyer donc je les ai un peu regroupées au sein de quelques questions pour pas que cette vidéo dure 4 heures. Et je voulais également vous remercier pour les 16 000 abonnés. Je voulais faire cette vidéo originellement pour les 10 000, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu mais voilà, on est à 16 000 donc merci beaucoup pour votre confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous. Alors commençons avec les questions. Première question de pseudo, parce que j'avais laissé la place de pouvoir mettre son prénom ou de laisser de manière anonyme, il a mis pseudo. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Ensuite question de Ali, salut Théo, je te suis depuis un bout de temps et une question me brûle les lèvres, d'où viens-tu? Plus sérieusement, j'aimerais connaître un peu ton histoire, je reste convaincu que cela pourrait inspirer. Merci d'avance pour ton retour. Merci Ali pour ta question. J'ai grandi à Nanterre dans le 92 avec une famille aimante, tout s'est très bien passé, j'étais juste un enfant terriblement turbulent et hyperactif, tout s'est bien passé à peu près jusqu'au collège. Au collège c'était un peu plus difficile parce que j'étais un peu dans une classe de Malcolm pour ceux qu'on la rêve. Et après sinon j'ai fait mon chemin jusqu'au lycée et au lycée ça s'est passé beaucoup mieux, mais très rapidement en fait j'ai toujours su que je voulais entreprendre et du coup je cherchais un petit peu à essayer de trouver un moyen d'entreprendre dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et quand je suis arrivé en école de commerce c'était très formateur, non pas parce que c'est une école de commerce mais parce que ça m'a appris justement ce que je voulais pas faire. Et typiquement je pensais qu'en école de commerce on apprendrait à entreprendre, c'est pas du tout le cas, on apprend surtout à être un bon cadre d'entreprise et chose que je ne voulais absolument pas faire, donc au moins ça aura eu le mérite de m'apprendre ce que je voulais pas faire. Et après ensuite j'ai fait une spécialisation en entrepreneuriat. Là j'ai appris que dans l'entrepreneuriat ce que je préférais faire c'était plutôt être tout seul en solo et du coup ne pas avoir une start-up parce que c'était plus le chemin qui était tracé pour moi. Donc j'ai eu l'occasion de créer une start-up à ma sortie d'école, j'ai décliné cette proposition pour avoir un projet business qui correspondait un peu plus à mon style de vie et ensuite j'ai créé une société de jeux de société qui s'est crashée à peu près pendant le Covid, mais déjà avant j'avais anticipé et je commençais à m'intéresser au no-code qui a progressivement remplacé justement cette société de jeux de société pour en faire mon métier et ça fait 4 ans que je fais ça. Au départ j'étais freelance et maintenant je suis full-time créateur de contenu et formateur. Ensuite on a question de Ali. Bonjour, déjà merci de nous laisser poser des questions, avec plaisir. Je suis salarié dans l'enseignement et j'aimerais beaucoup me lancer dans le no-code pour devenir freelance à la rentrée 2024. Mon but n'est pas de devenir riche mais de gérer moi-même mon emploi du temps et avoir un emploi du temps qui me plaît plus. Est-ce possible de vivre et de générer un revenu moyen lissé sur l'année de 2000 € net de toute charge par mois? Merci beaucoup et good luck pour your next adventure. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc merci Ali pour ta question. Évidemment que c'est possible puisque je l'ai fait. Après évidemment moi, mon cas est un petit peu différent. Mais même en France, même en étant débutant, c'est largement possible de se payer 2000 € par mois en faisant du no-code. Après évidemment tout dépend le style de no-code qu'on fait. Mais typiquement moi sur ce que je faisais, c'est-à-dire principalement du building, donc plutôt Bubble etc. C'est largement possible. Et même en dessous de 5000 € par projet sur Bubble, je trouve que c'est un petit peu sous-payé. Sauf si vous débutez, auquel cas je vous conseillerais vraiment de maximiser le volume de projet plutôt que la rémunération dans un premier temps, mais c'est tout à fait possible d'avoir un revenu à l'année à 2000 € net. Pour moi, si vous trouvez juste un projet par mois ou même que ce projet ensuite continue et que vous faites juste de la maintenance, c'est largement possible d'atteindre ça. Pour moi, ce serait presque un manque de respect pour quelqu'un qui débute de pas pouvoir générer un revenu comme ça avec un talent qui est de créer une application ou créer un logiciel sur Bubble. Pour moi, c'est un talent qui se monnaie beaucoup plus que 2000 € par mois. Après évidemment encore une fois tout dépend si c'est des sites sur Webflow, ça je sais moins parce que j'ai moins d'expérience, mais faire du no-code et gagner 2000 € net par mois ça me paraît largement possible. Donc voilà, franchement Ali, te pose pas de questions, vas-y, en plus tu as prévu d'y aller progressivement donc voilà, n'hésite pas à y aller progressivement, regarde du contenu, des vidéos, forme-toi, fais des projets, c'est le plus important et je suis sûr que tu pourras y arriver. C'est juste une question de persévérance, de commencer à faire des trucs et la plupart du travail se fera plus tard une fois que tu auras commencé à faire des trucs. Ensuite on a une question de Pierre qui nous dit « J'aimerais que tu me donnes ton opinion sur l'avenir de Flutterflow en ce qui concerne les web applications. J'utilise déjà Flutterflow pour faire des applications mobiles et c'est magique, mais j'ai entendu dire qu'il y a certaines limitations sur des applications web. Peut-on croire un jour que Flutterflow battra Bubble dans le domaine de la création d'applications web ?» Alors ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait un comparatif Flutterflow vs Bubble et mon avis n'a pas changé depuis. Je pense que Flutterflow est bien meilleur pour faire des applications mobiles et c'est tout. Je pense que sur le web il y a encore une grosse
démarche pour essayer d'atteindre Bubble et même essayer d'embêter Bubble sur ses plates-bandes parce que Bubble a tellement d'avance, ça fait 10 ans qu'ils construisent leur écosystème, il y a plus de 3000 plugins, il y a une communauté qui est là pour aider, c'est beaucoup plus simple à appréhender puisque c'est vraiment un outil no-code. Je dirais que parfois Flutterflow pourrait avoir des petites tendances low-code plutôt que no-code. Donc voilà, sur du web, je prioriserai toujours Bubble, même par rapport au look and feel des applications, on a plus l'impression que Flutterflow c'est des applications mobiles qui sont étendues dans un navigateur plutôt que justement Bubble où c'est vraiment fait pour être dans le navigateur, et c'est un peu l'inverse. Par exemple, les applications Bubble qui sont wrappées en application mobile, ça a un look un peu bizarre qui fait un peu cheap. Donc voilà, je pense que application mobile Flutterflow, application web Bubble. Ensuite, on a une question de Jules. Est-il possible de créer du contenu de manière automatique sur un outil d'automatisation comme Make par exemple pour alimenter un blog de manière hebdomadaire? Alors oui, c'est tout à fait possible de créer du contenu de manière automatique. Cependant, il faut faire attention au prompt qu'on va utiliser pour être sûr à chaque fois que ça va être bon et ne pas se retrouver avec des articles qui sont pas terribles parce que le prompt n'a pas été bon. Mais c'est largement possible de faire ça avec Make et du coup le module ChatGPT. Ensuite, question de Mathilde. J'ai vu ta vidéo sur le Japon et étant moi-même passionné par cette culture, je voulais te demander de ce que tu pensais de la vie là-bas et si tu souhaitais y retourner. Alors oui, c'est vrai, j'ai vécu pendant un an, un peu plus d'un an au Japon et c'était vraiment une révélation pour moi. C'est un de mes pays préférés. Évidemment que je souhaite y retourner, j'ai même prévu d'y retourner dans un futur moyen terme, et la vie là-bas c'est incroyable, la gastronomie est incroyable, les gens sont ultra sympas, ils vivent dans une espèce de passé futuristique ou futur un peu passé, avec un mélange entre les trucs très authentiques et les trucs très futuristes, et c'est vraiment un monde à part. J'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. Le Japon c'est le seul pays qui m'a dépaysé autant, donc voilà, vraiment le Japon, si tu es passionné par la culture en plus, je t'invite vraiment à y aller parce que c'est le voyage d'une vie et il y en a plein qui en ressortent totalement changés. Ensuite, une question de Vincent Ekongue. Si je devais apprendre un outil no-code aujourd'hui, ce serait lequel? Alors là, j'aurais deux réponses possibles en fonction de ce que tu préfères. C'est-à-dire si tu es à l'aise avec peut-être d'ajouter un petit peu de code dans ton apprentissage, et ben n'hésite pas à aller checker Flutterflow, tout simplement parce qu'il y a une très forte demande et vu que c'est un outil qui est assez complexe, il y a peu de gens pour réaliser les missions. Donc grosse demande, peu de gens talentueux pour réaliser les missions, égale place pour des nouveaux freelances, des nouveaux entrants. Cependant, le volume global de missions est largement supérieur sur Bubble, tout simplement parce que sur Bubble, il y a plus d'outils internes, il y a plus de marketplace, etc. Il y a beaucoup plus en fait de types de produits qu'on peut créer sur Bubble que sur Flutterflow. En fait, en apprenant Bubble, tu apprendras un peu les automatisations en quelque sorte, avec les workflows, etc. Tu apprendras le design, un peu comme sur Webflow, évidemment plus limité, mais il y a un côté un peu comme ça. Tu apprendras aussi de pouvoir faire des trucs un peu responsifs, tu apprendras les logiques de base de données, en fait tu apprendras tout ce qu'on doit savoir pour faire du no-code, tandis que sur Flutterflow, tu auras plus de trucs spécifiques à Flutterflow qui sont moins réutilisables dans d'autres outils. Donc voilà, si tu es vraiment novice là-dessus, je te conseille de regarder ma formation gratuite de 5 heures sur Bubble, je mets le lien en description, parce que c'est vraiment un bon début pour au moins essayer de voir si ça te plaît et ensuite continuer. Alors ensuite, j'ai une question de Aline. Si tu devais réapprendre le no-code, tu ferais comment? Alors, comment est-ce que je ferais pour réapprendre le no-code de zéro? C'est très simple, je ferais exactement comme j'avais fait à l'époque. J'avais commencé par créer des projets. Donc des projets pour moi-même et ensuite ça a débouché sur des projets clients. Le premier client que j'ai eu en no-code, je l'ai fait parce que j'avais créé une toolbox, une boîte à outils avec tous les outils que j'aimais bien sur Webflow. Et en fait, c'est un client américain qui m'avait contacté en me disant que il avait adoré ma toolbox et que lui, il avait du mal un peu à faire des sites jolis et donc il voulait m'embaucher pour faire son site. Donc au départ, j'ai donné un prix qui était ridiculement bas et au final, il a dit oui, forcément. Donc j'ai bien travaillé énormément pour pas grand chose, mais au moins ça m'a permis d'apprendre vraiment, de mettre le pied à l'étrier et ensuite ça a débouché sur un autre projet que j'ai fait avec lui qui était mon premier projet sur Adalo qui ensuite s'est transformé sur Bubble parce qu'il y avait trop de limites sur Adalo et c'est comme ça que j'ai commencé le no-code. Si je devais réapprendre le no-code, je commencerais par des vidéos gratuites sur YouTube, je commencerais par créer des projets en parallèle et si vous avez besoin de plus d'accompagnement, prendre une formation par exemple, ça peut être une bonne idée. Ensuite, question de Johanna, j'ai l'impression que le marché du no-code commence à saturer. Comme dans le dev web classique, beaucoup de juniors entrent sur le marché, mais les propositions ciblent les seniors. Quel est ton point de vue sur le sujet? Merci pour ta réponse et bravo pour tes contenus. Alors merci Johanna pour ta question. Donc mon point de vue sur le sujet, c'est que en fait, il y a autant de gens qui sont sur Bubble parce que l'entrée sur l'outil est très faible, il suffit juste d'avoir un compte et on peut se dire expert Bubble. Pour autant, ça peut aider justement au début d'avoir
avoir beaucoup de monde, etc. parce que ça va diminuer les prix forcément, plus il y a de gens, moins il y a de monde. Mais c'est vrai que quand on va passer le palier niveau senior et qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'expérimenté, surtout quand on a des gros budgets, bah en fait c'est là où il y a un peu de place. Donc c'est pour ça qu'il y a une pénurie en fait de très très bons bubblers. C'est ce que j'essaye de rectifier avec tout mon contenu, etc. de pouvoir permettre à des gens de s'améliorer sur Bubble. Donc pour ça, pour arriver un peu à un niveau senior, c'est qu'il faut avoir un portfolio. C'est la chose la plus importante parce qu'en fait justement il y a tellement de monde, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de personnes qu'en fait c'est le portfolio, c'est ce que vous avez fait, c'est votre track record comme on dit en anglais, qui va faire juge de paix. Et moi j'ai eu la chance au départ de travailler sur beaucoup de projets, ce qui m'a fait un gros historique, ce qui m'a fait des choses à montrer à mes prospects et du coup ce qui m'a fait gagner parfois certains contrats qui étaient promis peut-être à des agences ou à d'autres freelances. Donc voilà, je comprends ta question, c'est un fait. Évidemment on a besoin de gens seniors, il y a beaucoup de juniors, mais du coup le meilleur moyen de passer outre, c'est d'avoir beaucoup de projets pour vous différencier de la masse. Ensuite, question de FX, comment as-tu trouvé tes premiers clients? J'y ai déjà un peu répondu, c'est en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Si je peux vous donner un hack ultime, c'est de créer une offre de débugage. Parce que vous allez vous rendre compte quand vous allez créer une offre comme ça, que la plupart des gens qui vont vous contacter pour des projets, c'est des gens qui ont collaboré avec d'autres freelances qui n'étaient pas suffisamment talentueux pour faire ce dont ils attendaient. Et donc en fait, leur confiance est un petit peu brisée en le no-code, en Bubble. Et si vous arrivez à leur résoudre les 2-3 premiers problèmes, en fait, ils vont rapidement avoir confiance en vous pour reprendre le projet. Et moi, j'ai eu énormément de projets comme ça, en acceptant un peu de manger de la merde et ensuite de passer vraiment en tant que porteur de projet. Ensuite, une autre question de FX, quel outil utilises-tu pour tes devis factures? Quel est ton processus? Est-il automatisé? Donc j'utilise Quaderno pour mes factures et oui, tout est automatisé. Après, je pense qu'il le demandait plus dans une logique en tant que prestataire. À l'époque, j'utilisais un truc qui s'appelait Invoice Ninja et c'était automatisé, mais vous pouvez même maintenant aujourd'hui faire des factures depuis Notion, donc n'hésitez pas à les regarder, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, question de Gauthier, salut Théo, as-tu une routine quotidienne, heure de lever, heure auquel tu travailles, repas, sport? Aussi, ressens-tu un isolement après ces années de freelance soloprenariat? Si oui, comment pallies-tu à cela? Enfin, as-tu une méthode pour te fixer et accomplir des objectifs de moyen long terme tout en assurant tes tâches au quotidien? Merci pour tout le boulot que tu fais. Merci pour ta question Gauthier, et du coup pour y répondre, il y a 3 questions. Donc est-ce que j'ai une routine quotidienne? Oui, j'essaye de la maintenir du mieux que je peux. J'avoue que ma routine elle est un peu dictée par ce truc là qui m'embête à plusieurs reprises par jour, et c'est ça qui fait que j'arrive à avoir une routine à peu près normale. Donc c'est ça qui me dicte un peu ma journée, parce que c'est un peu dicté par sa vessie et ses envies de sortir. Mais sinon je me lève vers 7h, si j'arrive je vais au sport le matin, sinon j'essaye d'y aller plus tard dans la journée, et ensuite je travaille à peu près jusqu'à midi. J'essaye de diviser ma journée en petits blocs et j'essaye de le promener entre chaque bloc. Aussi, ressens-tu un isolement après ces années de freelance et soloprenariat? Alors j'avoue que la solitude c'est pas un truc qui me dérange. Après ça a pas toujours été top. En 2021 je m'étais un peu renfermé sur moi-même, notamment parce que j'avais beaucoup de missions freelance, etc. Je travaillais beaucoup et je faisais pas suffisamment d'efforts de voir des gens, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai rectifié dans le futur. Maintenant je me suis fait une bande de potes, donc au-delà de mes potes qui étaient justement mes potes d'école de commerce que je vois toujours et avec qui je suis très proche, j'ai aussi une bande de potes de créateurs, donc Thibault Louis, Ulysse Lubin, Manon Tournant, Julien Song, Charles Elias Farah, tout ça. Donc voilà, que je vois très souvent et avec qui je suis très pote. Et du coup avoir un équilibre comme ça me permet ni d'être trop dans le enfermé en tant que solopreneur et que avec des solopreneurs, et en même temps d'être avec des gens qui parfois peuvent pas comprendre mes problématiques. Et je pense que c'est vraiment très important. Et est-ce que j'ai une méthode pour fixer des objectifs de moyen long terme? Alors ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de diviser, en fait, de faire un peu des poupées russes par rapport à mon temps. C'est-à-dire que je vais avoir des objectifs quantifiables, toujours les objectifs, sinon ça s'appelle un rêve. Des objectifs quantifiables à une vision un peu par 2 mois, donc j'en ai 6 dans l'année, des blocs de 2 mois. Et ensuite des visions projets qui sont à 2 semaines, parce qu'une semaine c'est trop court et 2 semaines c'est suffisant pour vraiment finaliser un projet. Donc voilà, je fais toujours ça, et puis après par semaine, qu'est-ce que je vais avancer dans mon projet, et par jour. Mais c'est important d'avoir vraiment cette vision jour, semaine, bi-semaine entre guillemets, et ensuite après par période de 8 semaines pour vraiment avoir des vrais avancements. Ensuite, question de Luc, est-ce que tu feras des packs avec tes formations? Alors oui, j'ai créé un pack, et d'ailleurs je vous invite à me suivre, à suivre ma newsletter si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il est possible que je fasse une offre très prochainement. Ensuite, question de Aosan, quel est ton principal levier de motivation dans la vie? Alors perso, je suis quelqu'un d'assez simple, c'est pas moi que vous trouverez dans les endroits un peu branchés à aller poser des bouteilles, vraiment pas du tout. Je suis plutôt du genre calme, réservé, à faire des balades avec mon chien, mais par contre les vrais leviers de motivation c'est la liberté. C'est pour ça que j'ai jamais travaillé dans une entreprise, et c'est pour ça que je ne retournerai jamais dans un open space, parce que je tiens trop à ma liberté de pouvoir faire ce que je veux de ma journée. Et même si au final
La liberté, tous les gens qui sont solopreneurs indépendants, bah, ils travaillent un peu comme les autres, hein. Moi, je travaille tous les jours. C'est juste le fait de pouvoir se dire que demain, s'il y a un truc qui va pas, si j'ai pas envie, etc., bah, je fais rien, qui est le vrai synonyme de la liberté. C'est pas de rien faire et d'attendre que ça tombe, etc. La vraie liberté, c'est juste de savoir qu'on peut rien faire. Et ça, franchement, si vous l'êtes pas encore, je vous souhaite vraiment d'avoir cette sensation parce qu'elle est incroyable. Et sinon, le plus important, bah, c'est la santé, parce que la santé, on se dit que c'est pas important jusqu'à ce que ça le devienne. Et ensuite, évidemment, troisième point, et un des plus importants, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir s'enrichir de nouvelles cultures pour mieux découvrir des cultures et mieux apprécier la sienne, parce qu'en fait, on se sent jamais autant français que quand on est à l'étranger. Ensuite, question de Walid, quels sont tes projets pour le futur de la chaîne, et félicitations pour tout ce que t'envoies en ce moment. Bah, merci Walid, ça me touche beaucoup. Et du coup, les projets pour le futur de ma chaîne, c'est tout simplement de continuer à faire des bonnes vidéos. Vous aurez pu noter dans les dernières vidéos que ça s'est amélioré, c'est parce que j'ai appris le montage vidéo, j'ai pris le temps d'apprendre vraiment correctement le montage vidéo. Je vais travailler avec un super monteur qui s'appelle Arnaud, donc qui va m'aider pour pouvoir faire plus de vidéos. Et je vais aussi lancer ma chaîne anglophone, tout simplement parce que je pense que quand on est bilingue, c'est criminel de pas créer une chaîne anglophone. Donc je vais garder ma chaîne française, je vais continuer ma chaîne francophone, je vais continuer à créer du contenu de manière régulière sur ma chaîne francophone, et je vais développer ma chaîne anglophone pour évangéliser ma vision du no-code, de la productivité, du soloprenariat de manière plus globale. Mais côté francophone, il n'y a pas grand chose qui va changer. Il y aura toujours un rythme de publication régulier avec de temps en temps des formations gratuites, des vidéos un peu plus écrites, plus travaillées, et des challenges pour construire des choses en moins de 24 heures ou autre. Donc si c'est des vidéos qui vous plaisent, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi, si vous parlez anglais, essayer d'aller vous abonner à mon autre chaîne. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre confiance, merci pour les 16 000 abonnés. Je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!